c'est-à-dire dont on juge qu'on l'a déjà rencontré dans le passé. Ok. Le deuxième exemple, donc ce compte-rendu-là, et l'expérience, si on juge que le compte-rendu est fidèle à l'expérience qui est vécue et qui est rapportée. Le deuxième exemple renvoie à quelque chose d'assez différent. Le deuxième exemple ne dit pas c'est un sentiment c'est un item qui me semble familier, donc, dont je juge que je me représente comme étant un item que j'ai déjà rencontré dans le passé. Le second exemple, il parle d'un épisode d'expérience tout entier. Et il dit, je revis l'épisode d'expérience. Donc on a affaire à deux choses différentes. Soit un item particulier dans un épisode d'expérience dont vous dites, je l'ai déjà rencontré, soit l'épisode d'expérience dont vous dites, j'ai déjà vécu cet épisode d'expérience et je suis en train de revivre tout cet épisode. Ce qui est très différent. Alors, si on s'appuie sur la suggestion faite par le contraste entre ces deux exemples, et on pourrait multiplier des exemples soit du type I, soit du type II, bon, on peut se dire, alors est-ce qu'il faut explorer la voie qui dit il y a deux formes de déjà expérience? Pourquoi pas, mais après, il faut, au-delà d'exemples suggestifs, il faut avoir des arguments solides pour éventuellement défendre une approche à deux formes. Alors on trouve, et je vais aller assez vite parce que j'ai pas le temps, et dans l'article on en discute un certain nombre, on trouve dans la littérature des arguments qui essayent de développer cette approche à deux formes, de lui donner, disons, un support argumentatif solide. Un argument qu'on trouve, et dont on considère dans l'article qu'il n'est pas très convaincant, et d'ailleurs Chris dans son livre va dans ce sens-là, c'est un argument qui dit, en s'appuyant sur une chose que Chris a rappelé tout à l'heure, à savoir que dans la littérature sur la mémoire de reconnaissance, on considère qu'il y a deux grandes formes de mémoire de reconnaissance, celle qui prend la forme de la familiarité et celle qui prend la forme du rappel, tout simplement, ou de la récollection, qui parfois peut prendre la forme et c'est les cas auxquels Chris faisait allusion, la forme de la récollection épisodique. Je suis pas sûr que ce soit... Donc, pardon. Les gens font appel à ça et ils disent, regardez, on a ces deux formes-là de mémoire de la reconnaissance. C'est ce qui doit se trouver dans la distinction entre déjà vu, familiarité, déjà vécu, reviviscence d'un épisode d'expérience. Je suis pas sûr que ce soit très convaincant et je crois que d'ailleurs, encore une fois, que Chris va dans ce sens-là dans son ouvrage. C'est pas parce qu'il existe deux formes de la mémoire de la reconnaissance qu'elle doit forcément se refléter dans les déjà expériences. Pas nécessairement. On pourrait très bien essayer de rendre compte de la distinction qui est suggérée par les deux exemples que j'ai mentionnés ici, en termes de sentiment de familiarité plus ou moins intense. Et donc on dira, la distinction qui est suggérée, c'est simplement une distinction à l'intérieur de la catégorie de mémoire de reconnaissance qui consiste en la familiarité. Donc il n'est pas dit que des arguments qui s'appuient sur la connaissance scientifique de la mémoire, de ce type-là, suffisent à établir une distinction forte entre deux formes de déjà expérience. Alors il y a d'autres arguments qu'on pourrait continuer à discuter, encore une fois on en discute un certain nombre dans le papier, et dans le papier on essaye de défendre de défendre l'approche à deux formes en utilisant un autre argument, qui est un argument qui s'appuie sur, vous allez me dire, c'est très philosophique. C'est vrai, c'est vrai, et ça m'intéresse d'en discuter avec vous, avec un public majoritairement non philosophique ici. C'est un argument qui s'appuie sur le contenu représentationnel. Je vous explique ce que je veux dire par là. Ok. Un sentiment, comme le sentiment de familiarité, on parle de sentiment de familiarité, et ça c'est pas un truc de philosophe, dans la littérature sur le déjà vu on en parle sans cesse. Un sentiment de familiarité, ça a une valeur, un contenu représentationnel. Si je vois mon boucher dans le bus, ok, j'ai pas simplement un sentiment, c'est pas simplement un truc ressenti, ça me dit quelque chose du boucher en question. Autrement dit, dans le sentiment, il y a la représentation que cette personne-là, je la connais, je l'ai déjà rencontrée dans le passé. Donc, les sentiments ne sont pas simplement des choses ressenties, précisément. Il y a un certain nombre, en tout cas, il y a parmi les sentiments, un certain nombre de sentiments qui représentent la réalité, qui disent quelque chose de la réalité. Donc, le sentiment de familiarité, en particulier, a un contenu représentationnel. Et on peut aussi ajouter que
ressentir le sentiment de familiarité, l'expérience de ressentir ce sentiment-là, ça dépend étroitement de la représentation qui se trouve dans ce sentiment-là. Si j'avais un sentiment d'étrangeté, par exemple, par rapport à un individu, dont on me dit, tiens, tu te rappelles, et que je ne reconnaisse absolument pas, j'aurais un autre sentiment. J'aurais un autre sentiment, et pourquoi est-ce que j'aurais un autre sentiment? Notamment parce que la représentation que ce sentiment me donne de la réalité, la personne que je suis en train de percevoir, est différente de la représentation, par exemple, que je trouve dans le sentiment de familiarité. Donc il y a une dépendance étroite, ça anime beaucoup les philosophes, il y a une littérature immense là-dessus, une dépendance étroite du caractère expérientiel ou phénoménal d'un sentiment comme le sentiment de familiarité par rapport à son contenu ou sa valeur représentationnelle. Si vous acceptez ça, vous pourriez le discuter, on peut en discuter tout à l'heure bien sûr, hein, comme d'à peu près tout, notamment en philosophie. Si vous acceptez ça, alors vous direz que si on a des sentiments qui ont des contenus représentationnels très différents, ça justifiera, ça motivera le fait de poser une distinction entre des expériences différentes, précisément, entre des sentiments avec les contenus représentationnels différents. Ok, l'argument il procède de cette façon-là, il s'appuie sur ces prémices-là. Puis on utilise aussi dans le papier, on utilise aussi ces trois notions-là, hein, et puis une fois que vous aurez ça en tête, et ça en tête, je pourrais développer l'argument. On peut distinguer, j'ai commencé à le faire d'ailleurs tout à l'heure, hein, quand j'ai parlé des deux exemples sur lesquels je me suis appuyé, on peut distinguer entre des items qu'on rencontre, des entités particulières, des personnes, des endroits, des objets, des morceaux de musique, hein, etc. Des épisodes d'expérience, c'est-à-dire un moment de vie consciente pris dans sa globalité. Par exemple, je peux, vous voyez, si je rencontre une personne dans la rue, là, j'aurai affaire à un item notamment. Okay. Si je prends l'exemple maintenant de la conversation avec une personne, j'ai affaire à un épisode d'expérience plutôt qu'à simplement un item. Et puis, troisième notion qui sera utile pour mon argument, c'est la notion d'occurrence. Vous voyez, même si c'est, et d'ailleurs ce serait intéressant pour rendre compte du caractère étrange, le sentiment d'étrangeté qui est lié à l'expérience du déjà-vu, même s'il peut sembler étrange, sinon impossible, qu'un épisode d'expérience, par exemple là, maintenant, là, cet instant que je suis en train de vivre, en train de vous parler, okay, que cet épisode-là se reproduise à un moment donné, cet épisode-là se reproduise à un moment donné, vous allez me dire, non, un épisode n'arrive qu'une fois, ok. Il est concevable, en tout cas, qu'il se reproduise, au sens où je peux l'imaginer, même si je juge cette imagination comme me présentant quelque chose qui est, disons, métaphysiquement impossible. Okay. Et vous voyez d'ailleurs, on pourrait expliquer le caractère, le sentiment d'étrangeté propre aux déjà expériences, notamment aux déjà vécus, par ce biais-là, en disant, on a l'impression qu'un épisode d'expérience est en train de se reproduire alors qu'on sait très bien que c'est impossible. Ok, je laisse ça de côté, je ne vais pas parler de ce trait phénoménal des déjà expériences aujourd'hui. Simplement, vous voyez, un item, un épisode d'expérience et l'occurrence d'un épisode d'expérience. Si vous acceptez cette distinction entre ces trois notions et que vous l'appliquez pour essayer de comprendre ce qui se passe dans chacun des deux exemples, hein, que j'ai pris tout à l'heure comme point d'appui et dont je suis parti, il semble qu'on ait affaire, dans les deux cas, à des représentations du passé du sujet qui sont assez différentes. Dans le cas du sentiment de familiarité, c'était le compte-rendu, le rapport subjectif, le premier rapport subjectif. Ce que dit le sujet, c'est cet item-là, je l'ai déjà rencontré dans un ou plusieurs épisodes d'expérience différentes de celui au cours duquel, là maintenant, je suis en train de le rencontrer. Donc, le sentiment de familiarité, il est produit par une entité, un item particulier, et il renvoie à un nombre indéfini d'épisodes d'expérience distincts de l'épisode d'expérience présent. Et d'ailleurs, il y renvoie comme, de façon très vague et très générale. J'ai le sentiment que j'ai déjà rencontré l'item en question. Donc on a affaire à un item particulier et à des épisodes d'expérience pluriels auxquels l'état en question fait référence de façon vague. Dans le deuxième type d'exemple, on a affaire à quelque chose de très différent. Les gens ne parlent pas de familiarité, ils disent qu'ils revivent quelque chose qu'ils ont déjà vécu, un épisode d'expérience qu'ils ont déjà vécu. Autrement dit, ce qu'ils disent, c'est que
Cet épisode d'expérience-là, et c'est peut-être encore une fois ce qui fait que la propriété d'étrangeté est associée à l'expérience du déjà, hein, pour ce genre d'exemple, cet épisode d'expérience-là particulier, il a déjà eu d'autres occurrences dans mon passé. Et il revient, donc je le revis. Donc dans ce cas-là, ce qui est particulier, c'est pas un item, c'est tout un épisode d'expérience, okay, et un épisode d'expérience particulier qui revient et qui a déjà eu d'autres occurrences. Donc la représentation, ce dont je veux vous convaincre là, c'est que la représentation, et là je m'appuie sur des comptes rendus de sujets, hein, la représentation du passé du sujet qui est produite, hein, qu'on trouve, qu'on rencontre dans ce type d'exemple, et celle qu'on rencontre dans ce type d'exemple, est très différente à chaque fois. Elle est très différente à chaque fois. Si vous acceptez ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé mon argument, si vous dites, ok, donc les contenus sont très différents, les contenus représentationnels sont très différents. Or, on a dit que pour un sentiment donné, sa coloration phénoménale, ce qui fait que c'est cette expérience-là plutôt qu'une autre, c'est étroitement dépendant du contenu représentationnel du sentiment en question. Si vous acceptez tout ce que je vous ai dit là, alors ça motive en tout cas fortement, je ne dis pas que ça entraîne par implication, mais ça motive fortement le fait, la décision de distinguer entre deux formes de déjà expérience. Une de ce type-là, une de ce type-là. C'est un argument, on peut le discuter bien entendu, mais c'est un argument qui s'appuie sur des comptes rendus de sujets qu'on peut utiliser pour essayer de s'écarter de l'approche standard et de défendre qu'il y a deux formes, hein, au moins deux formes principales de déjà expérience. Ok. Si vous m'avez suivi jusque-là, et que vous considérez comme au moins digne d'être prise en considération l'approche à deux formes que je viens d'évoquer, la question suivante c'est, mais comment est-ce qu'on va plus loin? Peut-être que c'est vrai, et peut-être qu'effectivement, les deux exemples que j'ai pris comme point d'appui ne se contentent pas de suggérer, mais montrent bien, hein, montrent bien deux formes de déjà expérience distinctes. Comment est-ce qu'on élabore théoriquement plus précisément cette idée générale qu'il y aurait deux formes de déjà expérience? Dans la littérature, je voulais mettre une citation de Bergson, c'est pour ça qu'il y a cette marque en jaune. J'ai oublié de le faire. Dans la littérature, à la fois littérature récente et littérature plus ancienne, justement, il y a un article de Bergson qui est un très bel article, hein, La fausse reconnaissance et le souvenir du présent de 1908. Superbe article, je ne suis pas d'accord, mais c'est vraiment un très très bel article sur le phénomène du déjà-vu. Tu l'as traduit d'ailleurs, Chris? Oui, mais pas encore publié. Ok, Ouais, oui. mais c'est traduit. Ouais. Donc on trouve chez Bergson, tu as plus l'histoire, je pense, du traitement du phénomène en tête que moi. Je ne sais pas si c'est lui le premier à avoir distingué entre déjà vu et déjà vécu. En tout cas, dans cet article-là, on trouve la défense de la distinction entre déjà vu et déjà vécu. Pas exactement dans les termes que je vais utiliser, que j'ai commencé à utiliser, mais d'une façon relativement proche, hein, par certains aspects. Bon, peu importe. Donc c'est une vue minoritaire, disons, dans la littérature sur le phénomène des déjà expériences. On la rencontre déjà chez Bergson, peut-être chez d'autres auteurs de la même époque. Peut-être que Chris, tu pourras m'aider là-dessus tout à l'heure. Et on la rencontre plus récemment chez Chris Moulin, qui, comme tout grand auteur, a une pensée évolutive et qui a défendu à un moment donné, avec Akira O'Connor, l'idée qu'il fallait distinguer très nettement, qu'il fallait poser dans une bonne théorie des déjà expériences une distinction entre le déjà vu et le déjà vécu. Cette première version, et Bergson serait d'accord avec Chris hein, sur le point que je vais mentionner maintenant, cette première version, elle dit quoi? Regardez, l'idée est très simple, elle dit cet état de premier ordre qu'on trouve dans l'expérience du déjà vécu, ce qui la distingue, cette expérience de l'expérience du déjà vu. Cet état mental du premier ordre que j'ai décrit tout à l'heure comme un sentiment de reviviscence, c'est de la récollection. C'est de la récollection épisodique. Donc il y aurait de la récollection, ou en tout cas un sentiment de récollection épisodique qui serait contredit par l'évaluation métacognitive de second ordre. Ok. Et on trouve dans certaines, là je donne une citation d'un article de Akira O'Connor et collègues, on trouve